Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent un gros point de frottement dans les entreprises, c'est l'alignement sales-market. Si les objectifs des deux équipes devraient être alignés pour contribuer à la croissance de l'entreprise, c'est pas toujours le cas, et entre incompréhension, guerre d'attribution, c'est deux équipes qui parfois peinent à collaborer. Pour parler de ce sujet, je suis aujourd'hui avec Maxime Dig, qui est cofondateur de Time. Bonjour Maxime. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que j'ai envie de te dire, moi c'est Time, bref, j'en entendais parler, je l'ai utilisé aussi à un moment, donc je suis content de te recevoir pour en parler. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis cofondateur de Time. Time, c'est une boîte de 250 salariés, 100% française, 100% autofinancée. C'est important, notamment dans question de marketing, en termes de moyens notamment. Et donc, on développe des applications pour les entrepreneurs et les experts rentables qui fonctionnent ensemble, ce qui fait que du coup, on adresse deux marchés assez différents, mais très complémentaires. Ouais, effectivement, c'est déjà une problématique marketing en soi où tu as deux modèles qui vont être de propositions de valeur et qui vont être un peu différentes, on va dire, pour l'un ou pour l'autre. Top. Du coup, on va parler, je le disais, alignement sales market. C'est souvent qu'on entend un petit peu les deux équipes se tirer dans les pattes. Je t'envoie des leads, tu les traites pas, ouais, mais tes leads ils sont pourris. Enfin bon, bref, c'est les joyeusetés qu'on peut entendre en entreprise. Juste avant de rentrer dans ces sujets qui fâchent, est-ce que tu peux déjà décrire un peu le rôle du marketing chez Time, et puis c'est quoi un peu vos modèles, vos stratégies de go-to-market, parce que ça conditionne aussi les relations entre les deux services, quoi. Oui. Alors effectivement, comme je te disais, on a deux marchés qui sont différents et complémentaires. Alors, globalement, ça reste du B2B. Par contre, quand on travaille avec les experts rentables, on est dans une approche B2B 2C, puisque on vend à des experts rentables qui distribuent aussi une partie de la solution à leurs clients, à eux. Et à l'inverse, on va être en B2C 2B. Quand un entrepreneur utilise, par exemple, le logiciel de facturation gratuitement, et derrière va être en capacité ou en tout cas en demande pour nous dire j'aimerais bien un expert rentable qui utilise Time. Donc là, on est dans une logique encore un peu plus qui rajoute un peu de complexité puisqu'on est dans une logique freemium, donc avec des problématiques de product marketing notamment importantes, qui tend vers du sales-led growth au final, puisque derrière la passe vers un cabinet comptable, elle nécessite bien souvent une discussion humaine. Donc ça, c'est vraiment la particularité chez nous. Et clairement, dans le rôle du market là-dedans, il est assez central puisque d'un côté, quand tu travailles en freemium, c'est beaucoup de marketing et aussi beaucoup de produits. Et quand tu travailles avec les sales, à la limite, là, c'est un petit peu moins de marketing. Mais par contre, il y a besoin de contenu, il y a beaucoup de besoin d'évangélisation aussi, puisque c'est un marché, en tout cas chez le marché des experts rentables, qui est en pleine mutation. Et donc, on a ici là plus un rôle d'évangélisation pour aider sur les sujets de awareness et on va dire de mise en avant des nouvelles pratiques comptables qu'on autorise. Ok, ouais, donc en fait, t'as cette cible expert comptable que tu vas aller chercher, donc tu as dit plutôt sales-led, donc c'est des cabinets en fait que tu vas aller chercher pour qu'ils
utilisent ta solution et que du coup ils l'utilisent avec leurs clients. Et que eux, j'imagine que du coup ils ont un package dans lequel, quand ils vendent une presta dans lequel il y a l'outil, quoi. Exactement. Euh, et, euh, et par contre, tu fais l'inverse aussi. Tu as cette cible, bon, du coup, qui est peut-être plus product-led, du coup, product-led growth, on va dire, un PLG, où tu as ce freemium, où les entrepreneurs vont aller chercher tout seuls le produit, s'inscrire sur la plateforme, et après, potentiellement, ils peuvent essayer de te mettre le pied à l'étrier pour aller convaincre l'expert comptable de prendre la plateforme, c'est ça? C'est ça, puisqu'ils auront, on va dire qu'une partie limitée du produit, même si c'est, on va dire, c'est un module complet, mais qui ne représente que 20% de ce qu'est le produit et encore. Donc c'est vrai que l'expérience la plus parfaite, on va dire, elle est vraiment quand tu utilises Time et que ton expert comptable l'utilise aussi. C'est vraiment là où la magie opère, où le gain de temps est vraiment le plus important. Ok, ok. Ouais, du coup, tu vas avoir une stratégie, une approche qui est un peu plus, je sais pas si c'est des grands comptes ou des comptes moyens quand tu vas cibler des cabinets d'expertise comptable, mais c'est ce que tu disais, où là, c'est un peu plus précis, du coup, c'est mené par les sales, et puis tu as cette approche de masse au final derrière pour les entrepreneurs, quoi, qui est Oui, une stratégie marketing différente, quoi. oui, et encore avec les experts rentables, on va dire que tu peux avoir des tailles, il y en a 20 000 en France en fait, c'est ce qu'il faut Ouais, savoir, et tu peux avoir des tailles, très différentes. Tu as beaucoup d'indépendants, de personnes qui sont toutes seules ou alors, tu as l'expert rentable diplômé qui a, un assistant et cetera, et tu as des cabinets, tu as des mastodontes, quand tu rentres dans le top 100. Donc c'est vrai que nous, on a découpé aussi le marché en taille, et pour la petite histoire, on s'est même donné des noms d'animaux pour les quantifier. Donc voilà, on distingue le bison du cerf notamment. Enfin bref, et comme ça, on sait à qui on s'adresse. Et la réalité, elle est que tu chasses pas ces animaux de la même manière. Tu chasses pas un bison comme un lièvre de la même manière. mhm. Mais une fois que tu l'as, on va dire, attrapé, tu vas pas manger aussi longtemps dessus, tu vois. T'as pas la même Ouais, quantité de viande, voilà. Donc ça, c'est la petite métaphore qui nous a permis de simplifier un peu les choses et de le rendre ludique. Mais c'est vrai que c'est cette particularité-là et cette dualité de marché fait que typiquement dans l'alignement sales market, on a un vrai sujet de lexique, de nomenclature. ouais, Puisque si tu parles de lead, de quoi tu parles? Lead entrepreneur, lead expert rentable. Est-ce que c'est quelqu'un qui a téléchargé l'app? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'utilise? Et même le terme client, puisque un entrepreneur qui utilise nos apps, il n'est pas vraiment notre client dans certains cas, mais dans certains cas, il l'est aussi. Donc, on a un vrai sujet de terminologie, une nomenclature, et on s'assure que tout le monde soit bien en phase. On s'est mis d'accord dessus pour dire, OK, ça c'est un MQL, ça c'est un SQL, ça c'est un customer, ça c'est ce qu'on appelle un partner, ça c'est un client, ça c'est une lead. Et après, c'est des utilisateurs. Donc après, il y a des bugs qui peuvent arriver. mhm. Et donc, en fait, ça dépasse le cadre sales marketing puisque ça irrigue les équipes Customer Success, Customer Care, et par extension, nos développeurs, puisque par définition, ils vont dire, bah, j'ai un user, quoi, Ouais. j'ai un ID, d'accord. Mais moi, j'ai besoin de savoir quel type de personne c'est en face, tu vois. C'est pas, je vais pas répondre pareil et pas parler à la même personne. Ok. Bah justement, tu vois, t'as un petit peu embrayé sur le sujet, la question que j'allais poser, c'est qu'effectivement, quand on parle d'alignement sales market, t'as souvent deux gros points de frottement entre les équipes, enfin, j'allais dire, selon moi, mais t'as la transmission, le suivi des leads, et puis après, il y a les sujets d'attribution. Comment ça se passe concrètement chez vous? Donc, t'as commencé à rentrer un petit peu dans ces sujets de nomenclature, tu vois, c'est des trucs que j'aime bien définir dans une espèce de contrat, quand on fait un SLA, on va dire, entre les services. Service Level Agreement, du coup, où on va renseigner justement ces différents points pour que ce soit clair. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi le trajet d'un visiteur, on va dire en tout cas, jusqu'à ce qu'il devienne client? Et puis comment ça se passe, quoi? Ouais. Ouais, je dirais que là-dessus, c'est relativement classique. On va partir du principe qu'il est arrivé sur le site à un moment donné. Je remplis un formulaire et globalement, je tombe en CRM. Alors, quand c'est côté expert rentable, on a une team SDR, SBDR qui se charge de traiter les demandes entrantes et qui fait aussi du sortant. Ok. Euh, C'est dans l'équipe sales, ça? Ouais, c'est plutôt dans l'équipe Ok. sales, mais c'est une équipe à part, mais on va dire qu'il y a une proximité plus naturelle avec l'équipe sales. Mhm. Il qualifie, il pose le rendez-vous, et derrière c'est un sales qui va s'occuper de voilà du deal. Euh, et après, une fois que le contrat est signé, on a l'autre brique relativement classique en B2B
d'avoir ce qu'on appelle nous un partner success qui va se charger de déployer la solution dans le cabinet. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le partner success chez nous, c'est clairement quelqu'un qui est j'allais dire, d'origine comptable, de métier comptable, de formation. Et en fait, cette personne-là, c'est presque le meilleur commercial en fait, Ouais. puisque ok, il y a eu le deal qui a signé, mais l'expert comptable décisionnaire, décideur, est pas forcément celui qui va utiliser au quotidien la solution. Et donc c'est vrai que la chaîne en fait de la chaîne commerciale, elle est très longue. Et dans tout ça, on voit que le marketing, il n'est pas très présent. Mais à l'inverse, on est quand même sur un marché où il faut qu'on soit connu, et donc tout le travail de awareness, de notoriété que peuvent faire les équipes est super important. Donc ça, c'est le suivi assez classique qu'on a, la chaîne assez traditionnelle. C'est un peu différent quand on est dans la logique un peu freemium pour le Ouais. coup, puisque là, on va avoir deux approches qui se confrontent. L'approche très product, je crée mon compte, voilà, je fais mon sign-up et j'utilise l'app. Donc là, on va plutôt être sur les mécaniques effectivement d'onboarding et d'activation. Donc là, nos équipes marketing auront un rôle important pour bosser avec le produit, pour augmenter le taux d'activation, pour bosser les scénarios typiquement d'utilisation du produit pour s'assurer que chaque utilisateur chèrement acquis soit un utilisateur qui utilise effectivement bien la solution. Et Mmh. puis après, tu as l'option un peu intermédiaire de la demande de renseignements de la personne qui est un peu curieuse, qui a entendu parler, etc., qui va plutôt remplir un formulaire. Et là, du coup, on va plutôt déboucher sur une démonstration un petit peu individualisée, où on peut le faire aussi en masse avec du webinar. Et là, ça va être d'autres circuits. Voilà, donc, en fait, on a des chaînes qui se recoupent un petit peu. Et quand on en fait une cartographie, ça ressemble à un sacré labyrinthe, mais c'est un exercice qui est nécessaire à faire régulièrement, parce que c'est là où tu te rends compte, ah mince, bah ici j'ai un truc qui tombe dans Slack, mais en fait personne ne le traite. Et quand tu te Ouais. retrouves à avoir on a des ramifications qui commencent à être assez complexes avec le temps, puisque la boîte a presque bientôt 10 ans aujourd'hui. Donc c'est vrai que tu te retrouves à avoir besoin d'avoir une hygiène de tes circuits, parce qu'en fait, des fois, tu sais, il y a des trucs qui tombent, mais tu as des trous percés que les gens ignorent un petit peu, en fait. Ouais. Ouais, et justement, du coup, dans ces process, il y a des choses que vous avez, tu vois, je parlais de SLA un petit peu, avant. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez cadrées comme ça d'une façon genre sur le lexique, tu disais, bah, c'est quoi un MQL, c'est quoi un SQL, à quel moment on le passe, dans quel moment on le traite, sur quel canal ça arrive? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez un petit peu, bah, j'allais dire, bah, dans le type du contrat quoi, Ouais, mis exactement. en place, quoi? Il y a plusieurs choses. Il y a le lexique, clairement. Ça, c'est pour la partie terminologie. Ce qui va de pair, c'est toute la partie process, du coup, et donc la cartographie, un peu des workflows. Typiquement, des fois, tu as des séquences de mails qui sont dans le produit. Tu as des séquences de mails dans Intercom. Tu as des séquences de mails dans Salesforce, mais qui, en fait, sont poussées via HubSpot. Donc, tu vois, tu as des trucs comme ça. Et rien que ça. Alors, l'exemple des séquences de mails, c'est un truc qui est important. C'est que ton sales, bien souvent, il peut se dire, OK, je mets en nurturing. Et puis après, c'est la boîte noire, je ferme les yeux, je sais que j'ai des relances qui partent, mais il ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est vrai que nous, il y a un intérêt hyper important à arriver au sales pour dire, regarde, limite, je te les imprime. Mail 1, il va recevoir ça 5 jours après. C'est ça le contenu. Enfin, il faut parce que la lead, le prospect qui reçoit ces mails-là, lui, il a vraiment l'impression que ça a été écrit à la mano par une vraie personne, etc. Alors, c'est vrai, c'était une vraie personne, pas forcément celle qu'il imagine, mais c'était vraiment écrit par quelqu'un. Donc, il est hyper important que tout le monde ait bien conscience de ce qui part pour pouvoir réagir, pour pouvoir améliorer aussi les choses, dire en fait, là, le délai, il n'est pas bon, et analyser la stat ensemble sur comment on peut les améliorer. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, je dirais que la troisième pierre angulaire, où bien souvent il y a une responsabilité à la fois partagée et négligée, c'est sur la question des coûts. C'est-à-dire que le marketing se focus beaucoup sur son coût d'acquisition. Ah, c'est super, j'ai la lead à 30 balles, j'ai le SQL à 100. Je donne des chiffres arbitraires, mais pas. Mmh. Voilà. Euh,
À l'inverse, les sales, alors là, le coût de la lead, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Et en fait, moi, le vrai sujet, je m'en fous de savoir si la lead a coûté 30, 50 ou 100 euros. Ce qui va compter, c'est le coût au client. Ça, je veux dire, de faire des leads à 5 euros qui n'ont aucune valeur, tous les marketeurs de la Terre sont capables de le faire. Mais le vrai sujet, et c'est là d'ailleurs où beaucoup d'outils sont défaillants, c'est que si tu vas pas dans l'analyse de ton coût au client, tu peux générer autant de leads que tu veux, enfin, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'est hyper important. Et de la même manière, je pense qu'il faut être très pédagogue avec les sales pour qu'ils aient une conscience de ce que voilà, la petite heure de rendez-vous qu'ils vont faire a coûté à l'entreprise. Et je sais que souvent, quand on onboard des juniors en sales, moi, il y a un exercice que j'aime bien leur faire faire. C'est un petit parcours de. Tu vas sur AdWords, tu prends une requête, tu tapes le mot-clé, et en fait, tu leur écris au tableau. Ok, bon là, je t'explique, j'ai 1000 impressions, je vais avoir 5% de taux de clic, je vais avoir un taux de conversion à 10% sur ma LP. Et donc déjà, tu as un coût à la lead. Et après, tu as le coût de traitement de tes équipes SDR. Et puis après, tu vas signer aller à 30, 50%. Et donc, bah, au final, ton rendez-vous à l'entreprise, c'est un billet de 500 euros. Et le matérialiser comme ça, dire chaque rendez-vous que tu prends, tu engages 500 euros de l'entreprise. C'est pas juste une heure de ton temps. Et ça, Ouais, c'est très factuel. Et c'est quelque chose qui fait vite réaliser la valeur de la lead. Et donc, le traitement que tu dois y accorder, au-delà du travail que ça a nécessité, où les gens essayent quand même d'être respectueux de ce que peuvent faire les collègues, il y a aussi cette valeur de dire, OK, l'entreprise a investi pour que je réussisse. Donc, OK, je peux fanfaronner si j'ai signé, c'est super. Il y a du travail en amont, en fait, faut hmm, en avoir conscience, quoi. Et ça, c'est vrai que le billet pour dire la lead, elle coûte tant, c'est quelque chose qui matériellement marche bien. ok. Et ouais, ça c'est intéressant. Donc tu dis effectivement les sujets un peu clés. Donc tu as ces espèces de, donc t'as ce lexique, t'as ce coût du lead, t'as parlé de la cartographie, du nurturing et puis aussi du chemin du lead sur lequel il faut s'accorder. Il y a des routines, il y a des outils que tu mets en place pour fluidifier la relation justement avec les sales. Oui, alors il y a des tableaux de bord, que ce soit du tableau, du Data Studio, etc., enfin du Looker, qui sont communs, Ok. voilà, qui sont, pardon, qui sont exposés dans les open space ou accessibles évidemment en ligne. Donc ça, je pense que ça paraît basique, mais c'est hyper important. C'est quel type, pardon, mais c'est quel type d'infos que tu mets sur ce dashboard du coup? Alors, je vais globalement, j'aime bien avoir tout le funnel autant que possible. Alors, pas tout le funnel, c'est genre les visites sur le site, etc. Pour moi, ça a vraiment zéro importance. Mais par contre, effectivement, les leads, euh, le rapport à l'objectif, qui est hyper important, Ouais. qui est trop souvent, alors, qui est souvent une priorité, peut-être un peu plus des sales que des marketeurs, mais du coup, on a plutôt une logique, nous, de reprendre le funnel par le bas, de se dire, OK, on veut faire tant commercialement, on va s'appliquer après des ratios un peu empiriques pour se dire, OK, en termes de lead, il faut qu'on aille chercher ça, parce que si on va pas les chercher, on sait qu'en dessous, ils pourront pas les signer. Donc il y a vraiment toute cette partie-là. Euh, Ça nous arrive assez régulièrement de faire des challenges très gamifiés. Donc quand je dis gamifié, globalement, il y a un thème. Ça peut être Mario Kart, ça peut être, je sais pas, un film, Casa de Papel, etc. Et gamifié aussi par, donc, il y a ce côté un peu décorum avec vraiment le dashboard qui est aux couleurs du truc. On reprend des mécaniques de quête interne, de récompenses intermédiaires, etc. pour que ça fasse un projet fédérateur au sein de l'entreprise qui fasse sens. Ça rajoute un peu de compétition entre les équipes, mais de la compétition qui soit saine pour que tout le monde se tire vers le haut. Et ça va d'ailleurs, c'est quelque chose qui permet chez nous de garder un niveau de stimulation fort tout en maintenant une ambiance très saine. Et ça, c'est un très bon complément, mais ça on y reviendra juste après, ça me tient aussi énormément à cœur par rapport à la politique de rémunération qu'on peut avoir justement
où bien souvent on dit que les sales, ils ont besoin d'avoir faim. Et ben, avec ce genre de choses-là, en fait, ils gardent vraiment l'appétit. Voilà, donc tableau de bord, comme je te le disais. Et puis après, dans les points, enfin, il y a une chose qui est importante. Je pense que toutes les semaines, on a un meeting sales et marketing. Voilà, on n'a pas tous les sales et pas tous les marketeurs, mais globalement, les leaders de ces équipes-là, où chacun partage un petit peu où il en est. Est-ce qu'il y a des points de friction? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Voilà. Donc ça c'est vraiment au quotidien et après sur des sujets assez opérationnels. Moi, c'est important j'allais dire un marketeur soit capable de vendre. En tout cas, s'il est pas capable de vendre, j'ai du mal à voir comment il pourra faire des campagnes performantes, comment il pourra avoir un discours ou une histoire qui racontera, qui sera juste sur les réseaux, sur le site, etc. Donc, faut que le marketeur il puisse vendre. Pour qu'il puisse vendre, alors je ne demande pas que ce soit le vendeur de la terre, mais faut qu'il ait écouté beaucoup de calls avant et il faut qu'il soit capable, en fait, comme un grand, de pitcher, en fait. Voilà, alors je lui demande pas d'avoir l'éventail du sales, mais il faut qu'il connaisse, voilà, ok, c'est ça les objections, c'est ça les réponses, etc. Il faut qu'il soit capable de le faire. S'il n'est pas Mm. capable de le faire, et voilà, ça marchera pas. Et de la même manière, moi j'encourage vraiment les sales à participer à la création des supports, à nous aider à récolter, je sais pas, des témoignages clients ou des choses pour faire des business cases, des choses comme ça, parce que finalement c'est eux qui derrière, en ayant participé à l'élaboration de certains contenus, ils en seront plus facilement utilisateurs, promoteurs, dire: «Attends, on a tel doc, il est super bien chaque fois que je le montre», parce qu'il sait précisément pourquoi il était fait, et cetera. Il y a participé aussi. Voilà. Mm. Donc on a vraiment des sales des fois qui participent à des sujets très market en fait. Et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir de la coopération. Ok. Ouais, c'est vachement intéressant, effectivement. Puis comme tu dis, quand t'as participé, t'es tout de suite plus enclin derrière à faire en sorte que ça réussisse, Bah quoi. En oui. tout cas, à l'utiliser et tout, quoi. Et est-ce que vous avez j'allais dire, parce que alors, t'as parlé de la politique de rémunération, et ça c'est un vrai sujet parce que moi, en tout cas, c'est une de mes convictions. On va dire au-dessus, s'il y a des frictions entre les services, c'est souvent, enfin, on va dire, en tout cas, un des nœuds, ça va être les questions d'attribution. Tu vois, est-ce que c'est le sales qui a signé le deal? Est-ce que c'est attribué au marketing? C'est quoi la part de chacun? Donc, parce que ça sous-tend souvent, c'est souvent, on va dire, lié à des primes sur objectifs, à des objectifs à atteindre. Alors, c'est très courant évidemment chez les sales, ça l'est aussi régulièrement chez des marketeurs, et donc du coup ça va créer un petit peu des tensions entre les deux services parce que on a envie de dire bah attends, ce deal là en fait il est arrivé par le SEO, donc c'est le marketing qui l'a généré, moi ça doit rentrer dans mes objectifs parce que sinon j'ai pas ma prime. Tu vois, en fait je trouve qu'au final c'est des vérités qui sont dures à avouer parce que ça fait toujours un peu égoïste, mais en même temps quand on met ce type de carotte là de prime sur objectif, bah du coup forcément on encourage aussi ce type de comportement, et puis inconsciemment ou consciemment on va avoir un petit peu envie de tirer les données dans l'analyse qui nous convient pour atteindre ces objectifs. Donc je pense que ces questions de rémunération, elles sont vachement importantes par rapport à ces relations là. Tu vois, typiquement moi je l'ai vécu, à un moment j'étais objectivé sur les lignes inbound, les sales avaient une rémunération plus importante sur les leads outbound. Et donc du coup, ils avaient pas envie de traiter les leads inbound, tu vois. Et c'est bête, mais et d'un coup, bah en fait, tu dis mais attends, tu traites pas mes trucs. Ouais, mais moi en fait, je m'en fous de tes trucs, tu vois, ils sont nuls comparé à ce que je dois faire. Et Exactement. puis derrière, tu te dis mais ça, c'est juste la politique de rémunération qui fait qu'on s'entend pas. Tu vois, c'est quoi ton... Je sais que vous avez un fonctionnement particulier chez Time, mais tu vas le décrire. Alors, on est tombé d'accord sans le savoir avant de se parler, mais j'avoue que ça va bien dans mon sens. Là-dessus, j'ai pas un avis, j'ai une certitude. Je suis convaincu que le cœur du problème, il vient de la rémunération. C'est-à-dire que l'attribution, si elle a pas d'incidence sur ton salaire derrière, en fait, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, je vais te faire une métaphore très, très simple. Les sales, c'est les attaquants. OK, très bien. Bon, Kylian, sans le nommer, marque 2 buts. Oui, c'est super, il a marqué 2 buts, putain, et en plus, ils sont beaux. Et ouais, est-ce qu'on a pris les 3 points? Ça veut pas dire qu'on a pris les 3 points parce qu'il a mis ses 2 buts. Je veux dire, au final, c'est un travail d'équipe. S'il y a personne pour lui faire le centre,
il va pas mettre le but, tu vois. Et donc pour moi, le problème, il est évidemment lié à la rémunération. Si il a une prime démentielle s'il marque un but, évidemment qu'il fera pas la bonne passe au bon moment à Ousmane, à Bradley ou à qui tu veux, c'est évident. Je veux dire, c'est un biais humain et là je parle des marketeurs un peu comme des milieux de terrain ou comme les latéraux qui feront les centres. Mais si derrière, en défense, on n'est pas solidaire, donc ça veut dire que si mon produit, il est pas bon, si mon produit, il ne donne pas envie à des gens de l'acheter ou de l'utiliser, ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes sales, sur la base, sur le principe qu'ils rapportent du chiffre d'affaires à mon entreprise, devraient être payés plus. Mais si c'est ça la réalité, ça veut dire que, bah, mes marketeurs aussi, ils apportent de la valeur à l'entreprise et mes développeurs rapportent de la valeur à l'entreprise. Bah, tu fais comment sur les développeurs? C'est-à-dire je te paye un peu plus parce que tu as écrit plus de lignes de code que tes petits copains ou parce que tu as eu moins de bugs dans tes lignes de code? Développeur, ça marche pas comme ça et bien heureusement. Donc au final, tu fais quoi? Tu vas mettre des primes à tout le monde pour qu'ils bossent bien? Bah, en fait, paye tout le monde décemment, et en fait, ça va retirer, tu pas besoin de rajouter des carottes systématiquement. C'est pour moi le sujet des rémunérations en entreprise, enfin en tout cas de la rémunération variable est extrêmement piège. On prend ça infantilise les gens et ça crée des tensions, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, c'est comme à la maison. Je vais pas donner 1 € à mes enfants pour qu'ils vident le lave-vaisselle. À chaque fois. Parce que sinon, la fois d'après, ça va être quoi? Ça va être 2 € pour ranger leur chambre et 5 € pour aller, je sais pas, aller chercher le courrier. Enfin bref, non, en fait, c'est juste des principes de vie. On a un objectif ensemble. On est là pour, voilà, on est là pour aller chercher les 3 points à chaque match. Et voilà, on va faire en sorte, d'y arriver et on va réduire toute compétition interne, individuelle, mais ça passe aussi par effectivement le fait que, de base, bah, tes sales ou n'importe quelle équipe doit être de base bien payé, évidemment. Si tu mets tout le monde ras les pâquerettes, tu peux pas t'attendre à ce que les gens essayent de faire l'extra miles et prennent du plaisir à ce qu'ils font. Mais j'en suis bien d'accord et je pense que à la limite, les marketeurs, ils sont OK avec ce postulat-là. Les devs, ils sont très OK avec ce truc-là. Les sales, par contre, c'est la pilule est plus dure à avaler. En réalité, nous, on a beaucoup de sales chez nous qui ont connu des modèles avec du variable, comme, voilà, un peu façon lance-pierre et qui sont très heureux chez nous de quitter ce mode-là aussi. Parce qu'émotionnellement, tu as des pics de stress qui sont moins forts. Tu as un effort qui est lissé. Et puis alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas levé de fonds, donc on n'a pas une pression des fonds extérieurs qui font que en année 1, on doit faire 100% et en année 2, on doit faire 400%, par exemple. C'est nous qui fixons les règles, donc quelque part en soi, c'est plus facile. Mais c'est sûr que des gens qui sont sortis de cette lessiveuse-là, il y en a un paquet. Et dans énormément de scale-up, tu as des sales qui, au bout de 2 ans, sont rincés parce que ils ont une pression de psychopathe. Alors, ils peuvent se faire des super salaires, mais en même temps, ils sont éclatés après, quoi. Donc, ça me semble pas sain et c'est pas le modèle d'entreprise dans lequel, en tout cas, nous, on veut s'inscrire. Et je pense que c'est dépassé. Pour moi, c'est vraiment un modèle qui a plus de sens aujourd'hui. Ok. Donc vous, effectivement, du coup, vous avez pas de prime sur objectif. Et ça fonctionne, vous faites de la croissance, vous avez bien grossi, et est-ce qu'il y a peut-être une forme d'intéressement, tu vois, ou un truc comme ça, c'est des choses Ouais, qui, bien sûr. ça pour le Alors, coup, du coup, tu récompenses la performance globale de l'entreprise et tu récompenses tout le monde, quoi. on a effectivement un contrat d'intéressement et au-delà de ça, c'est pas parce que nos sales n'ont pas de variable sur objectif que, un, leur rémunération n'évolue pas. Mhm. Je pense que j'ai plus la stat en tête, mais nos équipes sont augmentées. Alors, je vais être attentif sur la forme que j'utilise, mais sont augmentées tous les ans et s'augmentent elles-mêmes. D'ailleurs, c'est elles qui décident du moment où ils veulent s'augmenter, du moment et du montant. D'accord? Donc ça, c'est une autre Ok. particularité qu'on a. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas c'est pas parce que tu rentres chez nous que ta rémunération ne va pas évoluer. Bien au contraire, je pense on est globalement plus généreux, en tout cas de ce qu'on voit des études du marché.
Et donc oui, les gens globalement sont pas bloqués par ce sujet de rémunération. Parce qu'on a d'autres mécaniques, une philosophie beaucoup bien, on va dire riche, qui va à côté de ça. Voilà. Très cool. Écoute, super intéressant. En tout cas, ça me fait penser un peu au modèle de Lucas, Ouais, ouais, bon, qui est assez on est, similaire, quoi. on est assez proche d'eux en termes de. C'est un petit peu je vais dire une mouvance. En tout cas, c'est des théories qui appartiennent au mouvement de l'entreprise libérée. Voilà, ouais, je vais résumer ça un petit peu Mm. comme ça. Effectivement, on en a chacun s'approprie un peu ces codes-là. Et nous, ça passe par ces piliers-là. Il y en a d'autres hein, autour des congés, autour des horaires, autour du lieu de travail, où globalement, on estime que le salarié est bien assez grand pour savoir ce qu'il mérite d'avoir. Voilà, et que l'équipe va autoréguler tout ça en fait. Ok, vachement intéressant. Très cool. Écoute, on a parlé pas mal de bonnes pratiques et de comment ça marche, mais le marketing, c'est jamais tout rose. Rapidement, c'est quoi un petit peu toi tes challenges du moment? Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai trois gros challenges. J'en ai un qui est de trouver le bon équilibre entre le silo entre des équipes, par exemple l'équipe marketing, où pendant assez longtemps on avait siloté entre une équipe pour justement les experts rentables et l'équipe plutôt entrepreneur. Mhm. C'est super parce que ça donne de l'efficacité, de la performance à des gens qui connaissent extrêmement bien leur marché. Et par contre, bah, du coup, tu te nourris pas de te dire, bah tiens, j'ai un tel, en fait, qui est une brute en contenu, qui Mhm. pourrait donner un coup de main, mais comme il est dans l'autre équipe, il connaît moins bien ce marché. Donc, aujourd'hui, j'essaie de trouver un modèle hybride entre des équipes qui soient capables d'être très interopérationnelles et en même temps spécialistes de leur domaine. Donc ça, c'est vraiment la particularité d'avoir ces deux marchés-là et d'être à la fois efficace tout en permettant non seulement aux équipes de se nourrir elles-mêmes, mais de faire grandir l'entreprise justement par la mixité de leur expertise, puisque on peut pas, tu vois, je peux pas avoir 20 personnes dans chaque équipe, quoi. Hein, donc Mhm. globalement, on est obligé de faire comme ça. J'ai une particularité, mais c'est qu'on vend un produit qui globalement d'un point de vue métier est complexe, hein, mais produit comptable. Ouais. Heu et donc c'est pas facile pour les sales de devenir des comptables quelque part et pareil pour les marketeurs et le produit s'enrichit, et donc on a une acculturation permanente des équipes pour les maintenir à un niveau qui font qu'ils peuvent, tenir la discussion face à des experts comptables, des collaborateurs comptables et cetera. Ouais. Voilà et puis après, le troisième sujet chez nous, c'est toujours puisqu'on est une boîte, autofinancée depuis sa création, comment on fait pour, rivaliser, tenir, voilà le cordon avec, des boîtes qui sont, pour le coup, en série A, B, C, D, qui ont beaucoup d'argent, qui ont pas le même modèle d'entreprise que nous, qui sont pas rentables, et comment on fait pour exister auprès d'eux? Et la réalité, c'est que c'est possible. En Ouais. réalité, on se retrouve nous, côte à côte de de licornes, on va reprendre ce terme un peu à la mode, et on existe. Alors évidemment, a priori, on est plutôt une anomalie dans ce paysage-là, mais c'est possible en tout cas. Et de la même manière qu'on parlait des sales qui sont un peu lessivés, des salariés qui sont passés voilà, dans ces licornes-là. Il y en a un paquet qui se retrouvent un petit peu sur le carreau et combien ont échoué en réalité. Ouais. Donc moi, je suis très heureux d'avoir un modèle d'entreprise on va dire, qui ne cède pas aux sirènes des levées de fonds et de l'argent facile, parce que bah, on le voit, quand l'argent est moins facile, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc nous, on Ouais. arrive à être très résilient malgré, on va dire, un écosystème qui peut être mouvant. Et ça, c'est vraiment une de nos forces, je pense. Très cool. Écoute, effectivement, tu as dit, c'est un sacré challenge. Si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu voudrais retenir de ce qu'on s'est dit? Bah écoute, voilà, arrêtez les primes pour les sales. Ce ne sont pas des ânes. Ils n'ont pas besoin d'une carotte ou d'un coup de bâton pour avancer. Voilà, et en fait, ça se passera super bien. Voilà, vous aurez que des étalons dans l'écurie.
Très cool. Écoute, encore une fois, merci pour tout, Maxime. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn. Ouais, c'est sur LinkedIn où je suis clairement le plus actif, absolument. Top. Et ben écoute, encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Et puis il me reste à te souhaiter une bonne journée. Super. Merci Axel. À très Salut. vite. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.